Bonjour à tous, chers collègues. Donc, je ne sais pas, présente de vous. C'est un plaisir de participer à ces activités dans le cadre de la recherche. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est un peu de vous montrer donc, ce qui se fait au niveau de l'Internet des objets et plus particulièrement, nous, ce qu'on fait dans le cadre de nos travaux, dans les thèses, au niveau des encadrements de mémoire de master et des projets de recherche dans lesquels nous sommes impliqués. Alors, donc les objets connectés. Moi, je vais présenter de vous. Voilà, comme ça. Alors, les objets connectés. Donc, traditionnellement, vous saviez que vous aviez des objets qui étaient connectés à Internet. Prenez le cas de vos téléphones portables, de vos ordinateurs, parce que ces objets avaient des modules de communication qui leur permettaient de s'interconnecter à un réseau. Alors, maintenant, on parle d'objets connectés de nouvelle génération. Parce que maintenant, on a des objets qui, à la base, n'étaient pas prévus pour se connecter sur Internet. Mais on s'est rendu compte qu'en leur ajoutant des modules de communication et en transformant le tout en des données IP, on peut les envoyer sur Internet et avoir accès à Internet sur ces données. D'accord? Donc, et c'est là qu'est venu maintenant le mot de Internet of Things, l'Internet des objets. Donc, on a étendu d'une certaine manière l'Internet à presque tous les composants qui sont capables d'avoir une interface de communication. Et ça permet de créer un lien entre les objets traditionnels et ceux qu'on appelle de nouvelles générations. Si on veut une définition un peu plus formelle, l'Internet des objets décrit le réseau des terminaux physiques, qu'on va appeler les objets, qui intègrent des capteurs, des logiciels ou d'autres technologies en vue de se connecter à d'autres terminaux et systèmes sur Internet et d'échanger les données avec eux. Donc dedans, ce qui est important, c'est la notion d'échange et que les données puissent communiquer entre eux. Alors, donc les concepts. Donc dans l'IoT, donc c'est l'extension de l'Internet. Donc on a la capacité à faire communiquer nos objets. Donc c'est-à-dire s'échanger des informations. Donc maintenant on parle beaucoup de M2M, machine to machine, donc sans intervention humaine. On veut que les systèmes puissent communiquer et s'autoréguler eux-mêmes. Donc pour ça, les objets sont équipés de ce qu'on appelle des capteurs. Donc les capteurs, c'est des petits dispositifs électroniques, donc qui sont capables de faire des mesures sur certaines données. On a aussi des puces RFID qui sont un peu différentes des capteurs, où là c'est vraiment de l'identification qu'on cherche à faire. Ou tout autre dispositif électronique doté d'un module de communication. Alors les cas d'utilisation les plus classiques, c'est d'abord pour l'acquisition de données, parce qu'on a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe. Par exemple, je prends le cas d'un moteur, donc je veux surveiller en temps réel la vitesse de rotation du moteur, pour savoir s'il y a une accélération, une décélération à un moment donné. Et puis une fois que les données qu'on les a, on les transmet vers des entités qui vont pouvoir maintenant utiliser ces données. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a capté ces données, on est capable d'agir sur le milieu pour pouvoir modifier certains paramètres. Donc là, c'est ce qu'on appelle le plus souvent des actionneurs. Alors, on a des défis bien sûr qui sont nés avec l'Internet des objets, c'est comment traiter les volumes de données. Parce que vous savez qu'on a des capteurs qui peuvent par exemple chaque minute renvoyer des données, donc à un moment donné, on a beaucoup d'informations. Et ces informations, il faut pouvoir gérer le stockage, le traitement en temps réel, et ainsi de suite. Autre chose, la pertinence des données. Est-ce que les capteurs, pour ceux qui ont fait de l'électronique, un capteur a besoin d'un calibrage. Sinon, l'information que vous avez n'est pas fiable. Et beaucoup d'autres applications que les gens vont vouloir développer. Ok, donc avant l'Internet des objets, vous voyez, on avait un cloisonnement entre le monde numérique, qui lui déjà à la base pouvait communiquer, et le monde physique. Donc une fois que c'est fait, donc maintenant, il n'y a plus de cloisonnement entre les deux. On est capable de prendre des objets du monde physique classique et de leur doter d'interfaces de communication. Alors, si on essaie de voir l'évolution des objets connectés, pour montrer que c'est un domaine de recherche qui est vraiment en pleine expansion, d'après le cabinet Statista, donc on estimait qu'en 2015, on était à 15 milliards d'objets connectés et qu'en 2025, donc vous voyez, c'est une croissance exponentielle, on va se retrouver à près de 75 milliards d'objets connectés. Donc c'est des objets qui feront partie de notre vie quotidienne et qui vont nous permettre à n'importe quel moment d'avoir des informations sur telle ou telle chose. Alors, dans un système IoT, donc on a un élément de base qui est le capteur. Donc le capteur, c'est un dispositif électronique qui est capable de récupérer des données. Donc, on a des capteurs de température, de pression, de tout ce qu'on veut. Et c'est là l'intérêt, c'est que ça peuvent mettre en place des capteurs pour telle ou telle chose. Et les capteurs maintenant, on va les doter de modules de communication qui vont leur permettre d'envoyer à distance à des ordinateurs puissants. Par exemple, là, c'est un capteur d'humidité qu'on utilise dans un de nos projets dans le cadre de l'agriculture intelligente. Alors, une fois qu'on a un capteur, on a aussi un actionneur. L'actionneur, c'est
la boucle rétroactive, c'est une fois que le capteur lui envoie une information, il est programmé pour faire tel ou tel objet. Par exemple, si vous avez un capteur de température, lorsque la température s'élève, ça peut déclencher un système de fumée, peut-être pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incendie, ainsi de suite. Donc généralement, les actionneurs sont des moteurs, qui peuvent être utilisés pour contrôler un système et qui vont permettre de transformer le signal électrique qui contient l'information en un résultat physique. Donc ça peut être un moteur électrique ou un moteur hydraulique qu'on va actionner. Donc un simple système IoT comprend à la base donc, des capteurs qui sont reliés à des actionneurs via une connexion filaire. Mais maintenant, on va plus utiliser du sans fil. Parce que vu la contrainte filaire, donc presque tout est sans fil. Le tout maintenant est géré par des microcontrôleurs ou des ordinateurs monocartes. Donc ici, on a deux cas. Donc on a le cas des microcontrôleurs de type Arduino et Raspberry. C'est les deux grandes familles actuellement qui s'opposent. Mais ça, c'est dans le domaine grand public. Lorsque vous passez à du domaine de développement, souvent on a des modules beaucoup plus précis. Donc ici, je vous présente juste un module. Donc le module, il est là. Je vous laisse, ça peut faire le tour comme ça, vous allez voir. Donc c'est un module LTEC. Donc c'est un module ESP32. Donc c'est un microprocesseur 32 bits qui a plusieurs modules de communication. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien qu'il soit petit, dedans on est capable de faire une communication de type Wi-Fi. On est capable de faire une communication de type Bluetooth, mais surtout une communication de type LoRa. Et le LoRa maintenant s'est imposé vraiment comme le standard pour les objets connectés. Donc le LoRa, c'est un protocole, on verra plus loin, qui nous permet de communiquer sur des grandes distances. Donc nous, quand on avait fait des tests, on avait pu faire des transmissions sur 3 km. Donc, mais les débits sont relativement faibles parce que c'est juste pour des petites informations qu'on envoie de manière régulière. Alors, il est doté aussi d'un écran OLED pour pouvoir faire de l'affichage. Et la consommation énergétique a été optimisée pour être extrêmement faible. Donc, vous voyez l'intensité inférieure à 800 microampères. C'est vraiment, ça consomme très très peu d'énergie. Aujourd'hui, typiquement, quand on a un objet connecté avec deux piles LR03, il peut fonctionner pendant 5 ans sans qu'il ait besoin qu'on le recharge. Parce que la consommation énergétique est extrêmement faible. Donc c'est le module qui est en train de circuler. Alors, dans un système IoT, on a un ensemble de fonctions. La première chose, c'est d'abord de détecter un événement qui se passe dans l'environnement. Ça peut être mesurer la température, mesurer la pression. Donc l'événement se produit, vous êtes capable de le détecter. Ensuite, vous devez pouvoir le mesurer, c'est-à-dire traduire ce signal physique en un signal numérique par un ensemble de composants pour qu'on ait une valeur, une grandeur qui représente le phénomène actuellement. Et une fois que c'est fait, on aura une phase de transmission vers d'autres équipements, vers des serveurs, une phase d'analyse et derrière, ça nous permet de générer une action qu'on veut faire et ainsi de suite. Donc ça, c'est la chaîne classique dans laquelle vous avez un système IoT dans lequel il se mouvoit. Alors, en termes de dispositifs, donc tout ce qui est événement, détection et mesure, donc c'est la capture de l'information. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Il faut qu'on ait une information à mesurer. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer au niveau des exemples. Donc c'est fait à partir des dispositifs capteurs et des lecteurs RFID. Deuxième phase, c'est la transmission. Parce qu'une fois que vous avez l'information, vous ne la laissez pas en local sur votre équipement. Vous devez l'envoyer à partir d'un réseau de communication. Donc aujourd'hui, les réseaux de communication sont vastes. On peut utiliser des réseaux LP WAN, style LoRa, des réseaux IP, dans lesquels on peut avoir une interface Ethernet, la DSL, la 4G, en tout cas, tout réseau de communication actuel peut être utilisé pour envoyer l'information. Une fois que l'information elle est arrivée, donc on la stocke quelque part, donc on a des serveurs, et après on va la traiter. Donc, généralement maintenant, le traitement, avant c'était des traitements beaucoup plus statistiques, maintenant on est plus sur du machine learning, donc c'est l'intelligence artificielle maintenant pour faire de l'apprentissage supervisé ou non supervisé sur les données. Et une fois maintenant qu'on a l'information et qu'on a fait l'analyse, on est capable maintenant de prendre les décisions nécessaires, c'est-à-dire d'avoir des actions à faire sur l'environnement. Bon, ces actions maintenant sont optionnelles. Il y en a qui n'ont peut-être besoin que d'avoir l'information sans modifier l'environnement. Mais dans un système complet, une fois qu'on a l'information, on peut essayer de modifier certains paramètres physiques. Et autre chose aussi qui est importante, c'est la supervision. C'est de pouvoir toujours surveiller le système et de détecter rapidement s'il y a une panne pour pouvoir soit le redémarrer ou même le piloter à distance. Alors, dans une architecture classique IoT complète, donc vous avez ici les capteurs qui sont là. Alors, je donne un exemple. Par exemple, là, c'est des capteurs qu'on va avoir sur les compteurs d'eau. Donc, vous allez en Europe maintenant, les compteurs d'eau sont automatisés.
vous avez un petit lecteur flash code barre qui lit la valeur du compteur et qui l'envoie directement pour qu'on vous génère votre facture. Vous n'avez plus besoin de faire un relevé automatique. Donc ici, on a le capteur. Ensuite, la gateway. Donc la gateway, c'est le premier niveau, c'est l'équipement qui reçoit l'information du capteur et qui est connecté à un réseau. D'accord? Donc souvent, c'est des petits équipements qui ont une interface sans fil pour pouvoir récupérer les données ici et une interface filaire pour pouvoir le connecter à un réseau Internet. Ensuite, une fois que les données sont reçues, on a la partie software, c'est-à-dire cloud maintenant, développement d'applications. Donc les middleware avec des API dans lesquelles les données sont reçues. Et derrière, on va développer des applications pour pouvoir utiliser ces données. Et enfin, dernière partie qui est souvent la plus importante, c'est quels sont les services maintenant qu'on peut offrir à partir de ça. Donc c'est tout l'intérêt maintenant d'avoir un système connecté où du début, on a des données qui sont recueillies, qui sont transmises, qui sont traitées et les données ensuite font l'objet d'un service qu'on va offrir à des utilisateurs. Donc en termes de briques de fonctionnalité, donc la première chose c'est d'abord de pouvoir collecter les données, de pouvoir les communiquer sur un réseau, de pouvoir les exécuter donc à partir d'applications et ensuite de pouvoir permettre aux usagers d'avoir une visualisation des données en temps réel. D'accord. Alors maintenant les enjeux sont extrêmement importants au-delà des enjeux économiques. Donc c'est vraiment une évolution naturelle depuis quelques années. On a observé que vraiment tout fonctionnait maintenant vers le tout connecté. Maintenant on parle de convergence IP, où vraiment toutes les applications maintenant vont devenir des applications IP qu'on pourra utiliser. Donc le lien maintenant est inévitable entre le monde numérique et physique. Et c'est vraiment, ça nous facilite l'assistance à nos activités professionnelles, personnelles chaque jour. Parce que le fait d'avoir une information nous permet en tout cas de prendre les bonnes décisions à un instant T. Donc on a plein d'applications dans l'industrie au niveau de la santé, de la surveillance, de la logistique, du transport, de la sécurité. Et ça nous permet de déployer des nouveaux services. Donc on verra dans les exemples. Alors il y a quelques contraintes quand même. C'est que comme on est maintenant, comme le réseau Internet n'avait pas été dimensionné pour cet important volume de données, parce que maintenant n'importe quel équipement vous le connectez doit envoyer des données, il faut maintenant toute la gestion du réseau pour le support volumineux des données doit être gérée. Donc c'est toutes les problématiques de qualité de service qu'on va avoir derrière. Autre chose aussi, généralement comme les transmissions se font sans fil, il faut qu'on puisse normaliser les fréquences et les protocoles sur lesquels les transmissions se font. Parce que le LoRa aujourd'hui utilise la bande 868 MHz. Donc c'est une bande libre, mais il y a d'autres bandes qui sont, pour lesquelles quand vous les transmettez, il faut une autorisation et ainsi de suite. Donc la législation doit s'adapter pour permettre vraiment à tous ces systèmes de pouvoir communiquer. La sécurité de l'information aussi, ça aussi c'est un point extrêmement important, parce que c'est des données que vous envoyez qui peuvent être des données personnelles, donc il faut tout un système pour pouvoir les protéger. Alors on a maintenant aussi les réseaux haut débit qui interviennent dans le transport des données et la gestion des ressources à partir du cloud et de edge computing. Là, je donne juste l'idée, mais on va y revenir plus loin. Alors, là où c'est intéressant, c'est que l'IoT, c'est un domaine en fait qui permet de faire converger plusieurs axes de recherche. Alors, si je prends les capteurs et ses composants, c'est un peu de la physique, de l'électronique et de l'électricité. Donc, un axe de recherche qu'on peut voir, c'est comment concevoir des dispositifs électroniques pour mesurer telle ou telle valeur. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément tous les capteurs pour pouvoir le faire. Parfois, on est obligé d'associer 2-3 capteurs pour avoir une information, mais on peut peut-être créer un seul qui nous permettra d'avoir ce qu'on veut. Deuxième axe de recherche, c'est tout ce qui est transmission sans fil, c'est les réseaux de communication, c'est la conception ou l'optimisation des protocoles de communication. Mais surtout, il y a une contrainte, c'est être économe en énergie. Parce que nos capteurs qui sont là n'ont pas beaucoup d'énergie. Et donc, il faudrait qu'on crée des systèmes qui consomment le minimum d'énergie possible. Troisième point, l'analyse des données. Donc, c'est un peu une convergence entre tout ce qui est big data, intelligence artificielle, machine learning. Donc, le machine learning étant une sous-branche de l'IA. Donc, pour l'apprentissage et l'exploitation des données que vous avez. Aujourd'hui, j'ai des téraoctets de volume de données. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, je peux peut-être faire de l'apprentissage dessus avec des algorithmes supervisés pour faire de la prédiction ou bien détecter des anomalies qui se passent dans le réseau. Autre point aussi, sur des axes de recherche, la sécurité. Ça aussi, c'est un point qui, depuis quelques années, commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, parce que la cryptographie classique qu'on faisait sur des équipements, qui avait une puissance de calcul donc nécessaire pour le faire, donc on s'est rapidement rendu compte que sur les objets connectés, c'était plus possible. Donc on est passé à ce qu'on appelle la cryptographie légère,
adapté à l'IoT dans lequel on a des algorithmes de chiffrement qu'on essaie d'optimiser et qui consomment le moins de ressources possibles. Typiquement du RSA n'est peut-être pas adapté parce que ça consomme beaucoup de ressources pour pouvoir le faire fonctionner. Et enfin, tout ce qui est la partie stockage, c'est tout ce qui est cloud et edge computing. Donc ça, c'est les plateformes cloud, tout ce qui est edge et fog computing, c'est-à-dire le traitement des données ne va plus se faire en local, mais sur des serveurs qui sont soit sur Internet, soit à la périphérie, si on veut que les choses se fassent le plus rapidement possible. Alors, ici on a un arbre qui nous modélise bien en fait ce qu'on fait. Donc il y a trois choses importantes. Premièrement, c'est quelles sont les technologies de communication qu'on va utiliser. Donc les capteurs en eux-mêmes, les microprocesseurs qu'on va utiliser et les protocoles de connectivité qu'on va utiliser. Donc tout ça rentre dans le cadre de la technologie. Ensuite, en termes de logiciels, donc ça c'est des applications qu'on va développer. Et derrière, on peut avoir plusieurs domaines dans lesquels vous allez appliquer. Donc smart parking, donc par exemple ici en Europe, donc vous avez une application de parking qui avait été détectée où vous avez un système IoT en temps réel qui vous dit tout de suite quelle est la place de parking qui est libre. Bon, nous on n'a pas cette problématique, mais parfois on peut rester des heures à trouver une place. Donc rapidement, le capteur détecte que la place a été libérée et il vous dit que vous êtes le plus proche et automatiquement venez vous garer. Donc ça c'est possible. Donc vous avez tout ce qui est smart home pour les maisons, smart grid, tout ce qui est l'éclairage automatique, les voitures, les drones, les tags, tout ce qui est santé. Donc il y a plein de domaines d'application qui sont ouverts et qui demandent qu'à être défrichés dans les années à venir. Alors ici, le cloud. Donc maintenant on parle beaucoup de cloud. Donc vous voyez, presque toutes les applications qu'on utilise, ce n'est pas des applications locales, tout est sur le cloud. Donc le cloud, c'est vraiment un système dans lequel on a un accès à un pool partagé de ressources informatiques. Et l'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir une entité qu'on gère nous-mêmes, l'entité est partagée. Bon, bien sûr, il y a la contrainte de la sécurité et ainsi de suite, mais après, il faut voir quel est le profil que vous gagnez. Si vous-même, vous gérez vos ressources, en termes financiers, en termes d'exécution, en termes de sécurité, en termes de disponibilité de l'énergie, qui est un problème auquel nous faisons face tous les jours, et utiliser un système cloud dans lequel vous pouvez avoir certaines garanties à des prix moindres. Alors, les fournisseurs de services cloud utilisent très souvent ce qu'on appelle des data centers pour leurs services et les ressources basées sur le cloud. Bon, l'avantage, c'est que ça réduit vraiment le coût du matériel. Vous n'avez plus à gérer toute l'infrastructure réseau, les dépenses énergétiques, ce qui n'est plus négligeable actuellement, l'espace nécessaire et le besoin de formation du personnel. Alors, si je prends le cas ici, typiquement d'un système IoT, donc on a ici les nœuds finaux qui sont les utilisateurs. Donc vous voyez ici par exemple, c'est des places de parking auxquelles les capteurs envoient en temps réel si la place de parking est utilisée ou pas. Donc ça arrive à un edge node. Donc le edge node, c'est un nœud qui est en fait mis quelque part, donc qui permet de gérer une certaine zone. Ensuite, vous les envoyez sur un réseau à ce qu'on appelle un broker. Donc le broker, c'est le serveur qui permet de relier plusieurs edge nodes, qui va appartenir par exemple à un fournisseur d'accès. Et une fois que ce broker est fait, il envoie les données à un système de fog qui fait le calcul nécessaire pour dire aux utilisateurs voilà telle ou telle place de parking qui sont libres. Et plus précis et plus généralement, vous pouvez envoyer vos données sur le cloud. Mais maintenant, on parle plus de fog edge computing, c'est-à-dire que les données, au lieu qu'elles soient envoyées directement sur Internet, vers un serveur qui se trouve... Donc, on a des serveurs qui sont beaucoup plus proches des utilisateurs. C'est le cas un peu au niveau de la 5G et ça permet de faciliter le traitement des données et de rendre les systèmes beaucoup plus temps réel. Alors, autre point aussi qui est important, c'est la sécurité. Donc, les appareils IoT stockent des données pendant un certain temps avant de les envoyer. Déjà, le stockage en local, si quelqu'un a accès à l'appareil, il peut récupérer les informations. Ça, c'est la première chose. Donc, le minimum en fait qu'on a maintenant, c'est que tout doit avoir des algorithmes de chiffrement. Parce que ça, c'est vraiment la base maintenant pour faire tout ce qu'on fait. Mais la contrainte qu'il y a, c'est que le chiffrement, vous voyez bien que ça induit un temps supplémentaire. Et en contrepartie, il ne faut pas que toute la puissance de calcul du capteur soit utilisée pour chiffrer des données. Sinon, l'intérêt ne se trouve plus là. Donc, on a aussi l'authentification. Donc là, maintenant, dans des systèmes IoT, on a une authentification qui se fait. Et les algorithmes de chiffrement modernes, donc, peuvent utiliser beaucoup de données. Aujourd'hui, un standard, peut-être pour ceux qui font de la cryptographie, c'est d'utiliser de l'AES à 128 bits. Ça suffit largement par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai que l'AES 128 bits, lorsqu'on a certaines connaissances informatiques, on peut facilement le casser. Mais par rapport à une utilisation grand public, c'est déjà suffisant pour pouvoir protéger les données. Et c'est un bon compromis entre la puissance de calcul nécessaire
et le temps qu'il faut pour chiffrer et déchiffrer les données. Alors, deuxième point, ça aussi, donc je vous donne le module qui est là. C'est les modules sur lesquels on travaille. C'est la partie géolocalisation. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et maintenant, parce que maintenant, même dans n'importe quel système, vous voyez, les gens ont toujours besoin d'avoir une idée où se trouve l'utilisateur. D'accord. Donc là, on a par exemple une carte donc d'un type LoRa Shield, dans lequel ici vous avez donc un récepteur GPS qui est là, donc qui va se connecter à 3 satellites ou 4 au minimum, 3 au minimum, pour pouvoir inférer sur la position. Et là, on a un module LoRa qui, une fois qu'on aura cette information, pourra le transmettre vers des serveurs. Et ça nous permet de faire du tracking, c'est-à-dire de suivre en temps réel un équipement pour savoir où est-ce qu'il se trouve. D'accord. Donc on a ces deux modules qui sont là. Alors, sur un exemple ici qu'on avait fait au niveau de l'université de Thiès, donc vous voyez ici, avec le tracking, on arrive à suivre la position du module. Donc savoir où est-ce qu'ils sont. Alors, une application classique d'une société avec laquelle on avait essayé de travailler dessus, c'était pour suivre les bus en temps réel, pour savoir, ils ont toujours besoin de savoir où se trouve le bus, ou bien le parc des véhicules, et ainsi de suite. Donc avec cette application et avec des points relais placés un peu partout dans la ville, on peut à chaque fois avoir l'identité du bus, savoir sa position et le cartographier pour savoir en temps réel où est-ce qu'il se trouve. Ça, c'était sur le site de l'université de Thiès, la VCN ici. Alors, donc, le protocole qui nous permet vraiment de faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est du LoRa. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que le LoRa n'arrive, lorsqu'on voulait faire une communication longue distance, la seule possibilité, c'était d'utiliser les réseaux mobiles. D'accord? Et les réseaux mobiles, c'est des réseaux propriétaires sur lesquels vous n'avez pas l'accès à beaucoup de choses. Et en plus, c'est payant à chaque fois que vous en avez des informations. C'est sous forme de SMS, donc ça vous coûte un certain. Donc, le LoRa, une fois qu'il est arrivé à peu près aux environs de 2016-2017, ça nous a permis de faire des communications sur des longues distances. Donc généralement 10 à 15 km. Et c'est des communications propriétaires parce que c'est tout un système personnel qu'on installe. Donc ce n'est pas géré par un opérateur. Et après, on peut l'interconnecter à un réseau IP. D'accord? Donc c'est une technologie de communication qui est d'abord sans fil, qui est longue distance, alors qui est bas débit. C'est la seule contrainte, c'est que le LoRa pour l'instant n'envoie qu'à des débits extrêmement faibles. Donc on ne peut pas faire de la visioconférence et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on l'utilise plus pour remonter les données et ainsi de suite. Maintenant, avec la 5G, on va parler de maintenant IoT haut débit. Et faible consommation énergétique, ce qui permet à l'équipement de fonctionner pendant de très longues périodes sans qu'on ait besoin de le recharger. D'accord? Alors, ici, on va prendre dans le cadre de la démonstration plus loin. Donc, celui-là va nous servir d'émetteur LoRa et celui-là de récepteur. Donc, ça, c'est un module LoRa qu'on intègre sur une carte Arduino. Ça, c'est le module LTEC que je vous avais montré tout à l'heure. D'accord? Alors, en termes d'applications, pour montrer que les applications sont extrêmement nombreuses. Donc, on a les villes intelligentes, par exemple, tout ce qui est maintenant la gestion de la circulation routière, la collecte des déchets. Alors, la collecte des déchets, c'est intéressant. On avait peut-être pas ici, mais c'est un projet dans lequel, souvent, quand les camions passent pour récupérer les déchets, ils ne savent pas quel est le niveau de remplissage. Donc, finalement, ils se déplacent, ils viennent, alors qu'ils voient que le camion est vide. Donc, il y avait des capteurs, en fait, qui calculaient à un instant T le niveau de remplissement et qui envoyaient ça à un centre. Ce qui fait que, au lieu de faire des passages réguliers, on attendait que à peu près ce soit plein à 80% et on arrive. Et ça permettait à l'échelle d'une ville de faire des économies d'échelle au niveau du transport, surtout dans les grandes villes où il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, voilà une utilité. Donc, l'éclairage public aussi. Vous voyez ici, aujourd'hui, de temps en temps, vous passez dans la ville. En pleine journée, vous voyez des lampes qui sont allumées. Ce n'est pas normal. Donc, normalement, avec un simple capteur de luminosité, on devrait savoir qu'à ce niveau de luminosité, on n'a pas besoin d'allumer la lampe. Et on peut avoir un système centralisé qui gère toute la ville de Thiès. D'accord? Donc, on a aussi, pour tout ce qui est le contrôle industriel, les mesures, les pronostics, les prédictions de panne. Par exemple, il y avait des capteurs aussi qui pouvaient maintenant regarder quelle est l'usure, en fait, dans un bâtiment, du fer qui se trouve à l'intérieur d'une poutre. D'accord? Et savoir à un moment donné qu'il faut faire telle ou telle modification. Donc, aussi au niveau de la santé, donc le suivi des paramètres biologiques, la gestion des épidémies, la géolocalisation des patients, tout ce qui est domotique, donc appliqué à la maison, donc les caméras à distance, le confort thermique. Et il y a vraiment énormément d'applications, hein. Aujourd'hui, les gens travaillent sur n'importe quel projet. Donc l'important, c'est d'avoir l'idée et la technologie nécessaire pour pouvoir mettre en place. Voilà, donc autre exemple, les relevés de compteurs d'eau et d'électricité, les détections de parking, le suivi des stocks, le suivi des patients, la surveillance et la localisation du bétail,
Donc ça, c'est un projet qui avait été fait dans le cadre du WASI-UP à l'UGB. Donc en fait, les éleveurs souvent n'arrivaient plus à suivre parfois du bétail, ils perdaient du bétail. Et donc on avait mis des colliers avec des puces RFID qui nous permettaient à un instant T de savoir tel bétail se trouve à tel ou tel endroit. Donc parfois, pour une raison ou une autre, le bétail était parti et ça nous permettait de faire le suivi. Donc les systèmes d'arrosage automatique des champs, donc là c'est un projet dans lequel on travaille actuellement dans le cadre d'une thèse. La gestion, je vais y revenir plus loin, la gestion de l'énergie, de l'éclairage public, la prévision climatique, la domotique, les voitures, les drones, etc. Donc on peut parler des applications pendant des heures et des heures. Voilà. Donc là aussi c'est juste des schémas pour montrer dans les domaines dans lesquels vous pouvez le faire. Alors, donc ce qui est important, quand vous voulez déployer aujourd'hui un projet IoT, il y a 6 étapes. La première chose, l'élément central du projet, c'est l'objet. Quel type de capteur vous allez utiliser par rapport à vos besoins. Une fois que les données, vous devez pouvoir les collecter. Donc, il faut mettre en place un réseau dans lequel les données arrivent et vous les collectez sur une station, sur un serveur, sur un point de collecte. D'accord? Donc, il y a toute la partie connectivité qui doit être mise en œuvre pour savoir quels sont les protocoles que vous allez utiliser. Donc, souvent, en fait, les gens font l'inverse. Ils réfléchissent sur les protocoles avant de réfléchir sur l'application. Or, le plus souvent, on se rend compte qu'il faut d'abord connaître l'application qu'on veut mettre en place pour estimer à peu près le volume de données et réfléchir après sur la technique de communication que vous allez utiliser. Parce que l'une découle forcément de l'autre que vous allez utiliser. Ensuite, on a l'hébergement et le stockage des données. Et important, l'utilisateur, on doit lui donner un moyen de pouvoir restituer et de voir ces données en temps réel. D'accord ? Alors, donc, les questions à se poser. Quand on veut déployer une solution IoT, première chose, quelle est la puissance de calcul dont je vais avoir besoin? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que si c'est juste pour récupérer la valeur d'une température, c'est pas compliqué, mais si c'est pour faire de la reconnaissance faciale, peut-être qu'il me faudra une puissance de calcul plus élevée. Et ça induira sur quel type de microcontrôleur ou de microprocesseur, ou c'est un ordinateur nanocarte dont j'aurai besoin. Quelle est la quantité de mémoire? Est-ce qu'un stockage local me suffit? Ou bien il faut que les données soient envoyées vers des serveurs distribués? Quelle est l'interaction que je vais avoir avec le monde physique? Est-ce que j'utilise uniquement des capteurs ou bien des capteurs et derrière des actionneurs pour pouvoir réagir? En termes d'énergie, quelle est la durée d'utilisation de mes batteries, des piles? Est-ce que j'ai besoin de panneaux solaires pour les recharger ou pas? Nous, dans certains projets, sur celui qu'on avait à l'UCAD sur la Bilharzios, on avait utilisé des panneaux solaires qui nous permettaient de recharger nos systèmes. Alors, les logiciels aussi, la programmation, est-ce qu'elle est simple ou complexe? Alors, au niveau de la programmation, on a deux grandes familles qui s'opposent. On a des systèmes où c'est plus des microprocesseurs, style Arduino, donc dans lequel on n'a pas besoin d'avoir une OS, donc la programmation se fait directement. On a le Raspberry, où là, vraiment, on a un système d'exploitation complet avec des bibliothèques. Donc là, c'est vraiment pour du développement, lorsqu'on veut avoir une puissance de calcul plus élevée. Les protocoles de communication, est-ce qu'on va utiliser des protocoles propriétaires ou standards? Donc aujourd'hui, en Europe, pour pouvoir faire de l'IoT, on a deux grandes. On a du LoRa, pour ceux qui veulent travailler avec du propriétaire. Sinon, du standard, mais en propriétaire, on a Sigfox. Donc Sigfox, c'est une entreprise qui a un réseau d'Internet des objets presque qui couvre toute l'Europe et qui vous vend l'accès à ses services. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas à configurer les équipements, mais vous avez juste à souscrire à un abonnement pour pouvoir déployer vos propres services. Les aspects financiers aussi à prendre en compte, le nombre d'objets, le coût, le budget, la maintenance. Et maintenant, par exemple, vous prenez le module LTEC que je vous ai donné, l'autre module, le module LTEC qui est là, qui contient tout ce qui est LoRa et ainsi de suite. C'est un module que vous avez pour 20 000 francs. Donc maintenant, les prix sont abordables. Donc la sécurité, le chiffrement, l'authentification et les applications que vous allez vouloir développer derrière. Alors, ici, je vais vous donner quelques exemples d'applications qu'on a eu à développer. Donc on les a mises en place. La première chose, c'était ce qu'on appelle du tracking. Donc l'objectif, c'était de faire de la géolocalisation pour suivre des véhicules. Donc l'objectif, en fait, c'était vraiment pour une société qui avait des bus, qui voulait toujours savoir en temps réel où se trouvent ces bus. Parce que pour une raison ou une autre, il y a un chauffeur qui est parti avec la voiture. Tout le monde a connu cette expérience. Alors, donc l'application, c'est le transport logistique. Donc ça permet de faire du suivi de la flotte de voitures personnelles. Alors comme je l'ai dit, on utilisait ce petit module. Donc le module en blanc qui est ici, c'est le récepteur GPS qui va se connecter à au moins 3 satellites GPS pour pouvoir inférer sur la position. Et le module en rouge, ici, c'est le module LoRa qui envoie les données vers un serveur. Et sur un système de cartographie, vous l'avez. Donc ici, moi j'avais testé, j'avais quitté chez moi vers Grand Standing jusqu'à
le site VCN. Vous voyez ici, il m'a fait tout le tracé du chemin qui a été utilisé. Parce qu'il vous envoie un ensemble de systèmes de coordonnées et avec une application Python, vous récupérez les données, vous les envoyez sur un système web et il vous trace le chemin qui est utilisé. Donc ça peut faire du tracking. Et si on veut aller plus loin, on peut connaître l'heure à laquelle on est passé et ça vous permet de faire, même pour une société qui a une flotte, de faire de l'optimisation, de savoir derrière avec un peu de mathématiques, de savoir quel est le chemin optimal, à quelle heure il faut faire partir les bus pour éviter qu'il y ait tel autre. Donc il y a plein d'applications derrière qu'on peut avoir. Deuxième application, donc ça c'est une thèse actuellement qui se déroule, c'est sur la smart agriculture. Donc l'objectif en fait, alors quand on est allé voir, donc pour ça on est allé voir, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet d'apprendre des choses qu'on connaît. On était parti voir donc les collègues agronomes de l'ENSA, qui nous avaient caractérisé un peu certaines plantes. Et on s'était rendu compte que souvent les gens pensent qu'il faut arroser une plante pendant longtemps. Et ils nous ont dit non, les plantes ont un point de saturation. Donc souvent, et c'est spécifique à chaque plante, quand vous connaissez ce point de saturation, si vous envoyez plus de quantité d'eau, la plante ne fonctionne plus. Donc ça crée beaucoup plus de déperdition. Donc une fois qu'on connaît ce point de saturation, on a des capteurs maintenant qui nous permettaient, une fois qu'on les mettait dans la terre, donc c'est des capteurs d'humidité, de savoir à peu près quel est le niveau de saturation et de déclencher un système d'arrosage automatique ou bien un système qu'on peut arrêter. Donc ça, c'était juste expérimental, mais on peut le faire à l'échelle d'un champ de plusieurs hectares. Donc ça, c'est le système qui était là. Donc on avait deux capteurs, un capteur d'humidité, un capteur de température. Mais il y a aussi un autre capteur, voilà. Et ces deux envoyaient les données à un système Arduino. Donc après, ici, on a un relais qui a alimenté une batterie et une pompe. Et si maintenant les valeurs sont inférieures au seuil, la pompe n'est pas activée. Et si maintenant le seuil est atteint, la pompe s'active. Et les données ensuite, toujours, on les stocke dans une base de données pour pouvoir avoir un historique de ce qui s'est passé. Troisième application, donc ça c'était dans le cadre d'un mémoire de master. Donc ça c'était tout ce qui est démotique. En fait, ce qu'on voulait, c'est de pouvoir contrôler. C'était deux choses déjà. C'est de pouvoir contrôler les équipements électriques d'une maison. D'accord? Donc là, un ventilateur et une lampe. Donc ici, on a un relais qui est branché à un module Shield Arduino. On a un point d'accès. Et ici, on avait développé des applications qui nous permettaient d'activer le relais nécessaire pour pouvoir faire tourner le ventilateur ou la lampe. Donc ça, c'était basique. Mais ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir un suivi de la consommation. Parce que dans une maison, souvent, bon, quand la facture arrive, on se doute que c'est tel équipement qui consomme le plus, mais on ne peut pas avoir. Donc on voulait sur chaque équipement, d'accord, on avait mis un petit module web qui nous permettait de connaître en temps réel la consommation de chaque équipement. Et donc quand votre facture vient, vous savez que 80% de la consommation est utilisée par exemple par la climatisation et tel et tel tel. Donc c'était ça l'objectif de l'application. Bon, je vais vite hein, parce que le temps... Voilà, donc ici on avait juste une petite interface web qui nous permettait d'allumer ou pas. Donc on avait aussi un système de reconnaissance vocale qui nous permettait d'allumer les équipements. Alors l'application 4, ça c'est dans le cadre de la santé. Donc c'est un projet dans lequel en fait on veut avoir des informations sur les patients. Donc on avait plusieurs types de capteurs. Un capteur de température, un capteur de glycémie, un pour la tension, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang. Et donc on a des modules. Alors ce qu'il faut voir, c'est que généralement, les gens développent ce qu'on appelle des kits. Les kits, en fait, c'est des modules supplémentaires qu'on va rajouter à un microcontrôleur pour faire une tâche spécifique. Donc le kit qui est là, c'est le kit eHealth qui est uniquement dédié à la santé. D'accord? Qu'on connecte à ces capteurs qui sont là. Donc maintenant, c'est des boîtiers complets qu'on vous vend et dans lequel, avec une application web derrière, vous pouvez avoir un tracé pour connaître en temps réel l'électrocardiogramme et ainsi de suite. D'accord? Alors, bon, ça c'était un projet dans lequel, en 2019, donc on avait même gagné le prix Next Einstein Forum. Donc l'objectif, bon ça c'était vraiment les débuts. Hein. Maintenant, entre-temps, les choses ont beaucoup évolué. L'objectif, en fait, c'était de créer une voiture autonome. Un peu comme ce que les gens... Mais ici, la voiture, elle avait plusieurs choses. Premièrement, vous avez ici, on a un capteur de distance qui nous permettait en fait d'éviter les obstacles. D'accord? Pour savoir si, à un moment donné, avec certains calculs, quand l'obstacle est prêt, les roues se tournent et puis vous allez à gauche ou à droite. On avait aussi, peut-être ici on ne le voit pas, mais on avait un suiveur de ligne. Ça nous permettait, quand vous avez une ligne blanche, de permettre à la voiture de suivre la ligne, d'accord, sans dévier de sa trajectoire. On avait aussi un système de géolocalisation qui nous permettait de connaître, en affichant sur l'écran LCD, la position exacte du véhicule. Et le véhicule était commandable, soit en mode automatique,
ou bien en mode manuel. Donc en mode automatique, le véhicule fonctionne tout seul. En mode manuel, on avait une application Bluetooth qu'on avait développée qui nous permettait de communiquer, de faire fonctionner le véhicule. Bon, à l'époque, l'idée en fait, c'était de permettre à des personnes qui ont une mobilité réduite de pouvoir avoir des véhicules, en tout cas qu'on peut commander à distance. Comme ça, s'ils ont un souci, elles appellent et puis le centre peut prendre la main dessus. D'accord. Alors, bon, on va terminer par une petite démonstration. Ici, donc, je vais utiliser le module qui est là. Donc, il va nous servir d'émetteur, d'accord, sur lesquels on a 3 paramètres, l'humidité, la température et la pression. Le module qui est là va me servir de récepteur. Et je vais juste essayer d'afficher les données pour voir ce que j'obtiens, en tout cas sur mon capteur. Donc ici, ça, c'est le module de réception. Donc c'est ce module qui est là. Donc l'autre module, donc l'autre module qui est là, c'est le module LTEX, c'était le module émetteur. Bon, c'est de la programmation, mais c'est pas difficile à mettre en place. Hein. Voilà. Bon, ici, je les alimente sur mon port, mais dans la réalité, vous allez avoir des batteries sur lesquelles vous alimentez et vous les placez quelque part. D'accord. Alors, une fois que c'est fait, donc, le module s'allume et le module commence à envoyer des données. Bon, je l'ai déjà programmé, hein, donc ici, il commence à envoyer des données. Et sur l'autre module qui est là, voilà, donc sur l'autre module qui est là, je reçois les données. Donc là, ça, c'est le module dans lequel je reçois les données. Ah, attention. Bon, en tout cas, après on va beaucoup plus détailler, mais en tout cas, je suis en train de recevoir des données. Je reçois un message. Bon, là, c'est la puissance à laquelle je le reçois. Ça, c'est le rapport signal sur bruit pour voir la qualité à laquelle je reçois et la taille des données. Mais ça, c'est une réception. Maintenant, ce qui nous intéresse derrière, c'est d'avoir des applications où là, vraiment, on peut voir en temps réel les données. Voilà. Donc là, par exemple, on a Node-RED qui est une application. Je vais faire un reset sur mes données. Voilà. Qui nous permet maintenant de voir en temps réel que je reçois une température de 27 degrés, une humidité à 79% et une pression qui est ici. Et donc là, vous voyez, vous avez un système de visualisation en temps réel de vos données. Alors, ce système, bien sûr, ce n'est qu'un système web. C'est-à-dire que si vous êtes normalement connecté au même réseau que le mien, vous devez pouvoir y accéder à partir de votre téléphone portable. Voilà, mais bon, c'est mon réseau à moi. Je pense que, mais vous voyez ici, en fait, j'y ai accès aussi à partir de mon téléphone portable. Parce que c'est une application web. Et donc, si j'ai une adresse IP publique, quelque part, donc n'importe où que vous soyez, vous pouvez accéder à vos données en temps réel, avoir le tracé des courbes, avoir des statistiques, savoir, par exemple, quand vous voulez surveiller un entrepôt pour voir est-ce que la température est en train de baisser ou pas. Donc, c'est pour dire que l'Internet des objets, c'est vraiment un domaine qui est ouvert, dans lequel il y a plusieurs convergences. Donc, c'est vraiment des domaines de recherche qui sont convergents. Et je pense qu'en travaillant tous ensemble, on peut faire beaucoup d'applications. Voilà. Bon, voilà. Merci pour la présentation.